Bon, nous allons commencer dans quelques minutes, si vous voulez bien vous asseoir. Bon, tout le monde n'est pas là, mais on va commencer pareil. Alors, je vais ouvrir la journée en commençant par remercier les nations Mohawk et Anishinaabe de nous recevoir sur leur territoire traditionnel non cédé. Donc, merci infiniment. Je m'appelle Laurence Mercillian, je suis la directrice de CAPAC, un des 3 organismes qui vous proposent ce symposium aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus en si grand nombre. Vous représentez 69 organismes et milieux de travail différents et 17 villes et régions du Québec sont représentées aujourd'hui. Et je voudrais faire un petit salut particulier à 2 personnes qui viennent de Belgique expressément pour notre symposium. Alors voilà, je vous remercie particulièrement. Les 2 autres organismes qui présentent ce symposium vont se présenter à leur tour. Je laisse donc la parole à mes collègues. Bonjour, je me présente, Nicolas Monpetit. Je vais devenir le prochain directeur général du portail VIH-Sida du Québec. Merci. À partir du 21 mai. Avant ça, je dirais que j'ai une solide expérience du milieu communautaire. J'ai passé presque 8 ans au regroupement des écoquartiers, donc des organismes qui font de l'éducation relative à l'environnement et qui travaillent aussi fréquemment avec le milieu de la santé. J'ai travaillé avec beaucoup d'organismes aussi dans le milieu de la lutte contre la pauvreté, l'itinérance, les HLM de Montréal. Donc, j'ai quand même, je pense, une bonne expérience en commençant et j'ai très, très hâte de vous rencontrer. Puis j'espère qu'on va pouvoir discuter un peu plus pendant les pauses. Je suis très heureux de me joindre à vous. Alors, bonjour, moi c'est Sandhya Vadlamudi, je suis directrice à Cactus Montréal, un des partenaires de cette superbe alliance ETIAM, partenaire à travers le programme Aztec, donc l'équipe d'Aztec est bien représentée aussi aujourd'hui. Alors, je voudrais profiter du début de la journée aussi pour remercier toute cette grande équipe de l'Alliance ETIAM et aussi le comité scientifique qui ont travaillé très fort pour développer la programmation et pour organiser la journée qu'on va vivre finalement aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a travaillé de près ou de loin. J'ai aussi, en fait, l'honneur de présenter la personne qui va nous guider à travers cette journée-là, qui va nous amener pas à pas dans le déroulement. C'est une personne, et je cite ici, qui est en quête d'un avenir où nul n'est laissé en plan. Donc, je pense qu'on peut affirmer que l'inclusion est vraiment une trame de fond dans son parcours personnel et professionnel. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de meilleur lien que l'inclusion pour faire la liaison avec la thématique d'aujourd'hui du symposium qui est « Place aux réalités ». Donc, cette personne qui était anciennement coordonnatrice au Centre de lutte contre l'oppression des genres, qui est maintenant présidente de la Fédération des femmes du Québec, bien, c'est Gabrielle Bouchard. Donc, merci. Et qu'il y a du beau monde ici. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais être un petit peu la gardienne du flow qu'on va essayer d'établir pour s'assurer qu'on bénéficie de ce moment-là qu'on peut partager ensemble et que les gens qui vont présenter ressortent aussi avec des expériences intéressantes pour elles et eux qui sont ici. Donc, gardienne du moment est aussi gardienne du temps. Ça veut dire que je vais faire mon affaire vite. Toilette, c'est à gauche, en face des ascenseurs. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est des toilettes non genrées. Donc, on a identifié
quelle sorte de plomberie qu'il y a dedans, puis c'est à vous autres de décider la calaise déesseuse que vous voulez utiliser. On va être aussi gardienne du temps. Vous allez voir ici qu'il y a des personnes qui vont être là pour donner autant aux personnes qui présentent qu'à la salle des cue cards pour vous dire combien de temps il reste. Ça veut dire que vous avez, et les présentatrices, présentateurs ont aussi des responsabilités. La responsabilité que vous avez, c'est de participer aux conversations en tant que participant à une conférence. Donc, lors de vos interventions, lors de vos questions qu'on vous demande de faire parce que c'est intéressant, les gens font des présentations, puis si vous avez des choses des questions à poser, posez-les. Je vais vous demander de ne pas faire de thèse lors de vos questions. Je suis sûr que tout le monde en a vu beaucoup dans les conférences. Donc, posez des questions qui sont reliées au sujet et ensuite, on aura les pauses et on aura l'heure du dîner pour être capable d'avoir des conversations plus longues avec les personnes qui présentent. Ça vous va? Pour les personnes qui présentent, ça va être de vous assurer que vous respectez le temps qui vous est donné pour être sûr que les personnes qui vont suivre par l'après sont aussi le même temps qui vous a été alloué. On a des biographies relativement courtes pour chacune des présentatrices puis présentateurs. Donc, si vous avez d'autres questions sur leur parcours, je vous invite à jaser avec elles et eux durant la présentation, durant les pauses. Les pauses du matin et le dîner vont se faire direction fenêtre, pas dans la cafétéria, mais dans un espace de la même place où est-ce que c'est installé pour le dîner présentement. Et la pause l'après-midi va être en face lorsqu'on sort de la salle ici. Donc, autre point vraiment important, vous avez des feuilles d'évaluation. On vous demande, s'il vous plaît, de remplir les feuilles d'évaluation, même si vous partez plus tôt. S'il vous plaît, remplissez ces évaluations-là. Elles sont importantes pour les présentatrices, présentateurs, pour voir comment elles ont fait, pour être sûr qu'ils sont capables de s'améliorer par la suite. C'est aussi important pour l'organisation et c'est important pour les bailleurs de fonds pour la reddition de comptes. Donc, sachez que vous participez activement à la réussite de l'événement lorsque vous remplissez les questionnaires ou les évaluations. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la première personne qui est présente. Gabrielle Girard. Gabrielle Girard est sociologue, membre du CREMIS, le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales. Il s'intéresse depuis de nombreuses années à la santé sexuelle des hommes gays et bisexuels. Gabrielle travaille actuellement comme agent de planification et de recherche à la Direction de santé publique de Montréal au sein de l'équipe ITSS Réduction des méfaits. Gabrielle? Merci Gabriel. Bonjour à tous et à toutes. Il me revient la tâche d'ouvrir ce symposium avec mon intervention. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et organisatrices de m'avoir invité. Mon propos ce matin va s'attacher à tirer quelques fils de réflexion qui pourront faire l'objet de discussions après l'intervention, mais aussi au cours de la journée. Avant de commencer, je voudrais me situer. Je suis un homme gay, cisgenre et séronégatif. Et ce dévoilement me paraît important pour que vous puissiez savoir d'où je parle et avec quel arrière-plan en termes d'expérience et d'appartenance, et je tenais à le préciser. Pour commencer cette présentation, je voudrais situer mon propos dans une perspective élaborée par Michel Foucault dans les années 70 autour de la notion de biopouvoir et de biopolitique, c'est-à-dire la manière dont s'exerce le pouvoir sur la vie. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous assommer de références théoriques, et l'idée est plutôt d'essayer de vous donner des clés de lecture pour les discussions qui vont suivre au cours de la journée. Alors, pour en revenir au biopouvoir et à la biopolitique, selon Michel Foucault, il s'agit d'une forme de pouvoir qui émerge au cours du XVIIIe siècle avec le développement des États modernes et de la santé publique. Le biopouvoir désigne la manière dont sont gouvernées les populations, les comportements et les corps. L'optique est résolument celle de réguler les conditions de santé pour à la fois garantir la disponibilité d'une force de travail, mais aussi pour réguler la mortalité liée aux épidémies. Comme toute forme de pouvoir, le biopouvoir s'exerce à la fois positivement et négativement. L'exercice du biopouvoir passe, par exemple, par la surveillance des populations,
l'intérêt pour leurs conditions de santé et donc leur classification en fonction de catégories de genre, de lieu de résidence, de classe sociale ou de comportement. C'est le fondement en fait de l'épidémiologie comme science. En ce sens, le biopouvoir fait exister des enjeux et des problèmes de santé, les reconnaît et les prend en charge. Mais l'exercice du biopouvoir a aussi un versant négatif, au sens où la non-intervention ou l'occultation des problèmes de santé ou des populations concernées est aussi une forme de pouvoir sur la vie. Je voulais donner quelques exemples, mais je vais passer rapidement pour aller au cœur de la présentation. Le biopouvoir peut s'appliquer à tout un tas d'exemples contemporains. L'accès au traitement pour l'hépatite C, les parcours de santé des personnes trans, j'y reviendrai, la prise en charge socio-sanitaire des migrants, des exilés, des réfugiés, ou plus généralement les politiques d'austérité. Et je reviendrai sur ces différents exemples. Ce qu'il faut retenir en fait de cette introduction sur le biopouvoir, c'est que le biopouvoir, la biopolitique, définit des relations évolutives, que le biopouvoir est le moteur d'inégalité sociale et de résistance sous différentes formes. Dans ce cadre, l'analyse de Michel Foucault nous invite à identifier qui prend les décisions pour la santé et où se situent les individus et les communautés dans les relations de pouvoir dans un contexte néolibéral. Pour moi, ce détour par Michel Foucault, c'est aussi une manière de revenir à une préoccupation qui nous réunit aujourd'hui. C'est la question des inégalités sociales de santé qui affectent l'accès aux soins des minorités sexuelles et de genre, des communautés autochtones, mais aussi et surtout des personnes vivant avec le VIH ou une hépatite. Je voudrais maintenant illustrer mon propos en essayant de décrypter comment s'organise la biopolitique contemporaine autour de la santé des minorités que j'ai listées précédemment. Je vais pour ce faire proposer une lecture critique des différentes formes de gouvernement évoquées en introduction, gouvernement des populations, gouvernement des comportements et gouvernement des corps. Prenons le gouvernement des populations pour commencer. Les réponses à l'épidémie de VIH-Sida dans les pays développés comme le Canada offrent une illustration intéressante de cette forme de gouvernement. Historiquement, la lutte contre le sida a été prise dans une tension fondatrice. On s'est très vite rendu compte que l'épidémie ne se diffusait pas de manière égale dans toute la population. Au contraire, certaines minorités portaient et continuent de porter le fardeau de l'épidémie. On pense à la communauté homosexuelle, aux usagers de drogues injectables, mais aussi aux communautés racisées, aux communautés autochtones ou aux personnes trans. La surreprésentation de ces minorités dans les statistiques de l'épidémie s'explique par le cumul des discriminations, par la précarité des parcours de vie, par la répression ou la criminalisation de certaines pratiques, qui sont autant d'obstacles à l'accès à la prévention et à l'accès aux soins. Autrement dit, l'épidémie agit comme un révélateur social d'inégalités spécifiques. Dans ce contexte, la réponse portée par les premiers organismes communautaires et qui a été reprise à son compte aujourd'hui par la majorité des acteurs, cette réponse a été de mettre en place des interventions qui protégeaient les droits et les libertés. L'objectif partagé, c'est de ne pas nuire, de ne pas stigmatiser, en tout cas le moins possible, les communautés les plus touchées, en mettant notamment en avant la menace universelle que représente le VIH pour la société. Certains d'entre vous se souviendront sans doute des campagnes de prévention grand public, il y en a moins aujourd'hui malheureusement, qui font la promotion du préservatif pour toute la population. Si les autorités de santé ont mis en avant cette approche généraliste ou grand public, il s'agissait aussi, dans le même temps, de cibler les populations les plus vulnérables et les plus exposées, et de mettre en œuvre ce qu'on peut appeler un universalisme proportionné, c'est-à-dire s'adresser à tous et à toutes, tout en déployant plus d'efforts auprès de certains groupes. C'est dans ce cadre que les organismes communautaires, dont beaucoup d'entre vous font partie, ont été financés et soutenus au Canada. Alors cette organisation différentielle des réponses au sida traduit bien un mode de gouvernement des populations dans un contexte d'épidémie, pour en revenir à la notion de biopouvoir. Délimiter les populations les plus concernées, comprendre les dynamiques de l'épidémie, impose de savoir de qui on parle et à qui on s'adresse. C'est le rôle de la surveillance épidémiologique qui occupe une place clé dans les réponses au VIH. Dans ce cadre, compter devient un enjeu autant méthodologique que politique. Compter rend visible des groupes ou des comportements pour le meilleur, car cela oblige la puissance publique à agir, mais aussi potentiellement pour le pire, car rendre visible des réalités minoritaires
fait courir un risque de stigmatisation. Ajoutons que la surveillance nécessite de classer, de catégoriser, et que ce processus peut être vécu comme une violence symbolique pour certains membres des communautés concernées. Et je prendrai 2 exemples pour illustrer cette idée. Le premier, c'est l'acronyme ARSA, que vous connaissez, Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, et qui est typiquement un produit de ce travail de surveillance. Mais il illustre bien aussi ses limites. On parle d'ARSA pour inclure la diversité d'une population. Au fond, cet acronyme est centré sur les comportements sexuels entre hommes, qui restent un des principaux vecteurs de transmission du VIH aujourd'hui. Mais ARSA occulte du même coup les individus qui s'identifient comme gays ou bisexuels, dont l'orientation sexuelle est une part de leur identité ou leur culture. L'autre point aveugle de cet acronyme, c'est que dans ARSA, on ne définit jamais ce que signifie le H, homme. Autrement dit, ARSA embrasse large, mais suscite des insatisfactions légitimes. Dans les processus de classification, certaines réalités sont écrasées par la loi du nombre et par certains obstacles méthodologiques. C'est particulièrement le cas pour les personnes trans. Au Canada, il reste difficile d'évaluer l'impact du VIH dans cette population. Sont-ils ou elles classifiés par défaut avec les ARSA? C'est le cas dans un certain nombre d'enquêtes, malheureusement. Ont-ils ou elles dévoilé le fait qu'ils étaient trans à la personne qui a collecté des données sur leur parcours? C'est autant de questions qui soulignent le besoin d'avoir des recueils de données complémentaires, affinés et développés en lien avec les communautés concernées. Sans vouloir accabler les dispositifs de surveillance, ni ceux et celles qui les conçoivent, il faut reconnaître que le portrait épidémiologique est nécessairement une lecture partielle de la réalité. La prise en compte de l'intersection des différents facteurs de vulnérabilité en est une bonne illustration. La couleur de peau et l'origine, l'usage de drogue, les comportements sexuels ne sont pas des catégories exclusives, on le sait bien, loin de là. Comment prendre en compte les croisements et les chevauchements de ces différentes catégories? Comment les rendre visibles sans stigmatiser certains groupes qui cumulent les vulnérabilités? Voilà autant de questions qui pourront être discutées après la présentation et dans la journée. Gouverner les populations, si on reprend le fil de la biopolitique et du biopouvoir, doit permettre de mieux prendre en compte leur diversité et les différentes significations de leurs comportements et de leurs pratiques. C'est le pari d'une approche de santé publique plus inclusive des réalités complexes. On parle ainsi de plus en plus souvent en santé publique d'approche syndémique, c'est-à-dire qu'on reconnaît les épidémies multiples, ça peut être la dépression, la santé mentale, la toxicomanie, les violences, le VIH, les ITSS, qui peuvent affecter une population donnée, et la prise en compte de la manière dont ces inégalités se potentialisent en termes structurels et en termes d'inégalités de santé. L'approche syndémique s'intéresse aussi, et c'est important, aux facteurs de résilience, aux mobilisations et aux forces de ces communautés. Si on s'intéresse maintenant au gouvernement des comportements, la notion de responsabilité individuelle est devenue ces dernières années une dimension incontournable des recommandations de santé. Dans le domaine de la santé sexuelle, la montée en puissance de la responsabilité accompagne des évolutions très positives. La responsabilisation est en effet indissociable de l'autonomie des personnes, du droit à disposer de son corps et de sa sexualité. Et à ce titre, la responsabilité individuelle va avec un corollaire du mouvement d'empowerment des minorités sexuelles et de genre. Mais la responsabilisation des individus n'est pas simplement une avancée pour les droits et les libertés, vous vous en doutez bien. Elle vient malheureusement avec un versant plus négatif et menaçant, dont la criminalisation de la non-divulgation du statut sérologique au Canada est un triste exemple pour nous. Cette judiciarisation croissante des rapports sociaux en santé, c'est aussi la conséquence d'une forme néolibérale de biopolitique et de biopouvoir. Ces dernières années, dans le champ du VIH-Sida, l'émergence du traitement comme prévention a contribué à redéfinir les contours de la responsabilité préventive et de la responsabilité en matière de santé sexuelle. La charge virale indétectable ou la PrEP sont des outils très efficaces de protection, mais ils nécessitent de repenser les manières dont on parle du risque, autant dans la société qu'entre partenaires sexuels. À l'heure du traitement comme prévention, à quelles conditions un rapport sexuel sans préservatif constitue-t-il une prise de risque pour le VIH? La nouvelle responsabilité ainsi mise en avant dessine un nouveau souci de soi, prendre un traitement pour gérer sa propre prévention.
Mais où se situe alors le souci de l'autre et la responsabilité partagée? Quel rôle les médecins, les soignants et les intervenants communautaires peuvent-ils jouer dans ce cadre? Évidemment, il y a plus de questions que de réponses, vous vous en doutez aussi. L'encadrement des consommations de drogue constitue une autre illustration des nouvelles formes de responsabilisation. La réduction des méfaits est typiquement une approche qui combine l'empowerment et la responsabilité des individus. Il s'agit que les personnes concernées s'approprient et incorporent des techniques et des pratiques de consommation à moindre risque. Or, ces évolutions sont marquées par des contradictions fortes. L'usage de drogue reste criminalisé dans la plupart des pays du monde et les usagers sont toujours regardés par la société comme des parias ou des malades. Cette tension insoluble entre responsabilisation et blâme illustre les limites du gouvernement des drogues dans nos sociétés. L'un des angles morts de la biopolitique néolibérale, c'est l'occultation des relations sociales et des rapports de pouvoir qui sont pourtant au cœur des enjeux de santé publique. Du niveau le plus structurel au niveau le plus microsocial des interactions, les relations sociales produisent des conditions plus ou moins favorables à la santé. Au contraire d'une approche de responsabilisation individuelle, prendre en compte ces relations sociales implique d'envisager les contextes dans lesquels elles se produisent et dans lesquels elles produisent et reproduisent des inégalités, mais aussi des liens de confiance et des liens de solidarité. Dans le domaine de la santé sexuelle, la confiance est une dimension irréductible des relations lorsqu'elles sont consenties, évidemment. On sait depuis longtemps que la confiance ou la défiance s'appuie sur une évaluation subjective des risques et une appréciation pas toujours rationnelle des protections à mettre en œuvre. Appréciation d'autant moins rationnelle lorsque des sentiments et des émotions sont impliqués. La réflexion autour de la confiance est un chantier indispensable pour une meilleure compréhension des enjeux de responsabilité en santé. Ça touche la confiance en soi, la confiance dans les autres, la confiance dans les intervenants et les soignants auxquels on s'adresse, mais aussi la capacité à négocier des stratégies de protection ou la reconnaissance des rapports de pouvoir qui, parfois, façonnent les relations interindividuelles. Et puis, parlons d'amour. Des études américaines ont montré que près de la moitié des nouvelles infections par le VIH chez les hommes gays ont lieu au sein des couples. Pas par malveillance ou par volonté de nuire à son partenaire, mais tout simplement parce que les hommes ne savaient pas qu'ils avaient été infectés lors de relations à l'extérieur du couple. Pour moi, ces chiffres ne devraient pas nous inciter à nous méfier de tout le monde, au contraire, mais à mieux envisager les négociations entre partenaires et les contrats préventifs dans les couples. Après le gouvernement des populations, le gouvernement des comportements, je voudrais maintenant parler du gouvernement des corps. Gouverner les corps, c'est le travail des normes. Les normes de beauté, les normes vestimentaires, les normes de minceur. Et je voudrais ici m'attarder sur un ensemble de normes qui nous intéressent particulièrement dans la journée d'aujourd'hui, les normes de genre. Les normes de genre sont partout. On l'a vu, les toilettes sont dégenrées, et je trouve ça une super initiative, mais ça veut dire aussi qu'elles étaient genrées ce matin, avant qu'on arrive. Et elles sont souvent les plus difficiles à questionner, car elles apparaissent naturelles, avec beaucoup de guillemets, à beaucoup d'entre nous. La manière d'être un homme ou d'être une femme est considérée par la plupart des gens comme une évidence, quelque chose qui va de soi. Et pourtant, on sait très bien aussi que les expressions du genre, c'est-à-dire les différentes manières d'être un homme ou d'être une femme, varient énormément selon les époques, selon les sociétés, selon les classes sociales, selon les contextes. Mais il reste que le découpage binaire de la société, homme-femme, est difficile à questionner. Et c'est notamment le mérite des mouvements trans et intersexes de poser ces questions-là comme des enjeux politiques. Les revendications trans nous obligent à penser les limites des catégorisations étroites, que ce soit sur un enjeu aussi basique que les toilettes, ou sur la question des papiers d'identité, et plus généralement de l'accès aux soins ou de la citoyenneté. Mais ça nous impose aussi de penser la diversité des manières d'être soi et la libre disposition de son corps. Cependant, les avancées des droits trans dérangent encore, et en témoigne le backlash médiatique récent, en tout cas l'année dernière, qui a été particulièrement fort, dans la plupart des pays occidentaux, notamment la revendication de dégenrer les toilettes a suscité un déferlement de propos haineux aux États-Unis et ailleurs, malheureusement, preuve que les carcans de genre sont profondément ancrés dans les têtes et dans les corps. Et plus près de nous,
et je le dis aussi parce que Gabrielle est parmi nous, les attaques dont elle a été victime en devenant présidente de la Fédération des femmes du Québec démontrent qu'il reste du travail à faire, même dans les milieux progressistes et féministes. Si je fais un focus sur le genre et les rapports de genre, c'est parce que le genre reste un déterminant très fort d'inégalité de santé dans nos sociétés. On pense spontanément évidemment au rapport entre les hommes et les femmes, au rapport de domination sur les femmes, mais aussi aux hiérarchies entre les femmes et entre les hommes, et notamment les relations de pouvoir à l'intérieur du milieu gay sont une bonne illustration du fait que le pouvoir, c'est aussi à l'intérieur des catégories de genre. Le poids des normes de genre se traduit par l'invisibilisation des enjeux de santé des lesbiennes. Leur mise à l'écart des programmes et des interventions de santé sexuelle traduit un double aveuglement, d'abord sur la réalité de leurs besoins de santé, mais aussi sur la diversité de leurs pratiques sexuelles, qui sont considérées par préjugés, par beaucoup, comme non pénétratives, donc non intéressantes pour une intervention de santé sexuelle. Dans ce contexte, la libre disposition de son corps est bien plus qu'un slogan, c'est une perspective politique sur la santé et la capacité des individus et des communautés à prendre des décisions éclairées pour leur santé. Les expériences des personnes trans et des minorités sexuelles témoignent de la nécessité de mieux documenter les inégalités sociales qui structurent encore massivement leur parcours de vie et leur parcours de santé. C'est à cette condition qu'on pourra envisager des stratégies efficientes d'empowerment et d'émancipation et des relations plus fructueuses avec le monde médical. Les réflexions autour du biopouvoir, de la biopolitique et des différentes formes de gouvernement nous amènent à envisager la santé comme un champ de lutte et un champ d'alliance aussi, au sein desquels les premiers et les premières concernés ont des intérêts à faire valoir. Historiquement, ces mobilisations s'inscrivent dans le sillage des mobilisations féministes pour le droit à l'avortement et à la contraception, mais aussi des mobilisations communautaires en réponse à l'épidémie de sida. Ces mobilisations ont permis, et ce n'est pas le moindre des acquis, de remettre en cause le paternalisme médical, c'est-à-dire de rééquilibrer structurellement les relations entre patients et soignants. Mais ces mobilisations pour la santé ont aussi proposé des modèles de coalition des minorités, c'est-à-dire l'auto-organisation et le dialogue entre des personnes ayant des expériences aussi diverses que l'usage de drogue, l'homosexualité, la précarité, l'absence de statut légal, la vie avec le VIH ou avec une hépatite. L'organisation des patients et de leurs proches a donné lieu à l'invention de nouvelles pratiques de santé, notamment à travers la collectivisation des expériences vécues au sein de groupes d'autosupport, de groupes de soutien et toute autre forme aussi d'auto-organisation. Il reste que les acquis des 50 dernières années de mobilisation dans ce domaine se confrontent à des évolutions profondes dans le domaine de la santé. J'en ai parlé un peu avec l'enjeu de gouvernement des comportements. La montée en puissance de la responsabilité individuelle s'accompagne de nouvelles pressions à l'autosurveillance. L'individu doit de plus en plus être un entrepreneur de sa propre santé. Cette autosurveillance va de pair avec une individualisation accrue des difficultés vécues. Si on va mal, si on fait face à un problème de santé ou santé mentale, on va avoir tendance à s'attribuer le blâme à soi-même. Et dans ces conditions, c'est évidemment difficile d'envisager des déterminants sociaux de la santé. Merci. Au fond, ces différentes évolutions sont aussi une invitation à la complexité. Si à certaines époques, les lignes de partage et de clivage paraissaient plus claires, patient versus médecin, homosexuel versus majorité morale, on voit bien qu'aujourd'hui, l'affirmation d'un « nous », d'une collectivité dans les combats pour la justice sociale en santé est de moins en moins évidente, de moins en moins simple. Il ne s'agit pas de le déplorer, mais il s'agit de l'envisager comme un défi à relever collectivement. Je voudrais, pour terminer, donner quelques pistes de réflexion et de discussion. J'ai tiré plusieurs fils en lien avec la biopolitique et le biopouvoir. Dans nos sociétés, la valeur de la vie est principalement évaluée à partir de l'expérience biologique. Être ou ne pas être malade, en bonne santé, handicapé, avoir ou pas des prédispositions génétiques au cancer ou au diabète, ce ne sont que quelques exemples. Pour tout un tas de raisons, notamment avec le développement de la biologie moléculaire, tout ça nous amène à une compréhension de plus en plus fine du corps et de son fonctionnement. Mais l'expérience biologique de la vie ne nous fait-elle pas passer à côté de la vie comme expérience sociale ? Et je vous propose de terminer cette présentation en parlant aussi
et surtout de l'existence. Exister nous parle en effet de la qualité de la vie et des relations sociales. La philosophe Judith Butler a questionné dans ses livres la notion d'existence en se demandant qu'est-ce qu'une vie bonne ? Autrement dit, qu'est-ce qu'une vie acceptable ou vivable, non seulement en termes d'état de santé, mais aussi en termes de conditions de vie, de précarité sociale, de qualité et des relations ou de plaisir. Au cœur de cette réflexion s'inscrivent les notions de dignité et de reconnaissance qui devraient être parmi les caractéristiques à partir desquelles on peut évaluer la qualité d'une vie. Ce détour par la vie bonne de Butler nous invite à prendre au sérieux la notion de santé globale, ou pour en revenir à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, considérer la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Dans ces conditions, question ouverte, ne faudrait-il pas démédicaliser la santé, c'est-à-dire élargir sa définition au-delà de la vie comme expérience biologique? C'est, à mon sens, une des questions qui pourrait être un des fils des discussions de cette journée qui s'annonce passionnante. Et je termine vraiment en vous disant que, voilà, compter, responsabiliser, questionner les normes de genre, voilà 3 questions qui sont au cœur des normes et des inégalités sociales de santé. Et c'était le sens de mon propos aujourd'hui, d'essayer de les mettre en lumière et de les questionner. Finalement, les inégalités sociales de santé peuvent constituer un piège si on ne fait que les constater et les comptabiliser. On reste alors désarmé par leur ampleur. L'objet de mon intervention, au contraire, c'est de vous inviter et de nous inviter collectivement à faire de ces constats les points de départ de débat aujourd'hui, mais aussi de mobilisation à l'avenir. Je vous remercie. Donc, il semble rester du temps pour une question. Est-ce que quelqu'un veut... On a mis la table, je pense, pour la journée avec les dynamiques de pouvoir, avec les tensions avec les gouvernements, puis les personnes en position de marginalisation. On rattrape le temps perdu. OK, donc... Gabriel se porte volontaire pour nous aider à rattraper le temps. Fait que merci beaucoup. Merci. Tu as une question, vas-y. Oui, oui. Vous parlez du côté global, social, relation, dans la prévention. Mais comment tu penses qu'on peut adresser ça sans juste relancer la responsabilité de personne de la même façon? Des relations de rapport de pouvoir, de confiance, des choses qui font partie finalement de la Ouais. Merci pour la question. Je vais essayer de répondre de manière courte. Mais c'est vraiment un des points du propos que je voulais développer, c'est la notion de relation, justement. C'est que de ne pas laisser les individus prendre sur leurs épaules le blâme ou la responsabilité de tout. On est en relation les uns avec les autres. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une relation avec un soignant, un médecin ou un intervenant communautaire. Et prendre en compte ces relations-là, la qualité de ces relations, et aussi les dynamiques de pouvoir qui peuvent exister, c'est pour moi une façon de répondre à cet enjeu-là, et de ne pas se laisser individualiser dans le vécu des inégalités de santé. Alors, merci, Gabriel. Chaque fois qu'on utilise Foucault, c'est comme...